Parmi toutes les guerres qui se déroulent actuellement, aucune n'est à la fois aussi ignorée et préoccupante que le conflit au Soudan. Inquiétant face aux preuves croissantes de famine dans plusieurs régions. Également à cause des massacres ethniques de masse perpétrés par les forces de soutien rapide paramilitaires, ou FSR, des massacres qui constituent probablement un génocide. Mais peut-être qu'aucune inquiétude n'égale la menace que le conflit déborde les frontières du Soudan. Que les États voisins fragiles deviennent de nouveaux théâtres dans une guerre toujours plus complexe. Le pire, c'est que ce débordement est peut-être déjà en cours. Depuis la fin du mois de décembre, un nombre croissant d'affrontements ont eu lieu entre les FSR et les membres des services de sécurité, dans le pays voisin, le Tchad. Cette semaine, la crise a poussé le gouvernement tchadien à fermer la frontière, alors que les tensions internes augmentent aussi. Les escarmouches soulèvent la sombre possibilité qu'un réseau d'alliances ethniques et tribales transfrontalières puisse entraîner N'Djamena dans le conflit. Ou alors, servir de catalyseur aux tensions préexistantes au sein de l'armée tchadienne, des tensions qui pourraient encore provoquer l'effondrement du régime fragile de Mahamat Déby. La mort de la frontière, citation, « Le conflit qui ravage le Soudan depuis plus de 2 ans représente une menace croissante pour la stabilité de son voisin, le Tchad. » L'International Crisis Group avait lancé cette alerte en septembre, alors que la menace d'extension de la guerre civile soudanaise devenait difficile à ignorer. À cette époque, les FSR n'avaient pas encore achevé leur quasi-prise de contrôle total du Darfour, cette vaste région aride de l'ouest du Soudan qui borde le Tchad. Les paramilitaires n'avaient pas non plus encore envahi la ville d'El Fasher. Une conquête si sanglante que les estimations du nombre de morts s'élèvent jusqu'à 100 000 avec 60 000 morts en 2 semaines, considérée comme une estimation médiane raisonnable. Mais surtout pour notre histoire, cet avertissement a été lancé avant les derniers affrontements transfrontaliers. Fin décembre, un drone des FSR a franchi la frontière tchadienne et bombardé le poste d'Al-Tina, tuant 2 soldats. 2 semaines plus tard, les paramilitaires ont envoyé des combattants franchir la frontière, affrontant les forces tchadiennes lors d'une escarmouche qui a fait 7 morts. Maintenant, étant donné que la guerre au Soudan aurait tué des centaines de milliers de personnes depuis son déclenchement, en avril 2023, 9 soldats morts peuvent sembler dérisoires. Mais ce n'est pas tant le nombre de morts que ce que ces raids semblaient représenter qui a suscité autant d'inquiétudes. Depuis le début des combats, on craint que la pression entraîne les voisins du Soudan dans le chaos. Le Soudan du Sud, l'Éthiopie et l'Égypte ont connu l'insécurité frontalière, des flux de réfugiés et des groupes armés franchissant la frontière pour poursuivre leurs rivaux. Le Tchad aussi. Selon la BBC, plus d'1 million de Soudanais ont cherché refuge sur son territoire. Une vague que le gouvernement tchadien, basé à des centaines de kilomètres à l'ouest, a eu du mal à soutenir dans sa gestion des problèmes à l'est du pays. L'International Crisis Group a souligné comment la ville frontalière d'Adré est passée de seulement 20 000 habitants avant la guerre à plus de 250 000 aujourd'hui. Selon leur rapport, l'afflux de personnes a dégradé les conditions de vie dans l'est du Tchad, favorisant criminalité et méfiance interethnique. Mais la crise des réfugiés dans le pays comporte une complication supplémentaire. Les nouveaux arrivants, tous soudanais, appartiennent souvent à des tribus et groupes ethniques comme les Massalites, présents de part et d'autre de la frontière. Et c'est un problème parce que le conflit au Soudan, du moins au Darfour, prend une dimension de plus en plus ethnique. Dirigés par un chef de guerre de la tribu Rizagat, connu sous le nom de Hameti, les FSR sont principalement composés de bergers arabes nomades. Leurs victimes sont surtout issues des communautés noires sédentaires du Darfour, telles que les Massalites et les Agawa. Les réfugiés traversent souvent la frontière après avoir échappé à un massacre perpétré par des bergers arabes, pour ensuite vivre près de membres de cette même tribu au Tchad. Ainsi, les tensions dans les régions frontalières ont augmenté à chaque nouvelle atrocité des FSR. Nous aborderons bientôt les éléments ethniques, car ils sont essentiels pour comprendre cette histoire. Mais d'abord, il faut noter une autre raison majeure pour laquelle le Tchad n'est pas préparé à ces pressions, la présence de ses propres groupes armés. Depuis l'accord de paix sous l'égide du Qatar en 2022, le nombre de groupes rebelles au Tchad a fortement chuté. Mais ceux qui restent, bien que de taille relativement modeste, restent extrêmement dangereux depuis 2023. Plusieurs groupes restants, dont des dissidents du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, ayant failli marcher sur la capitale en 2021, ont envoyé des hommes combattre aux côtés des FSR de l'autre côté de la frontière. L'ONG Initiative mondiale précise que cette coopération est transactionnelle et non liée à une affinité idéologique des rebelles tchadiens avec les objectifs de Hameti. Ils ont néanmoins obtenu des armes et une expérience qui leur manquait avant. Bien que tout cela ait influencé le gouvernement, ce n'est pas la raison pour laquelle N'Djamena a fermé la frontière de 1400 km plus tôt cette semaine.
Non, cet honneur revient à une autre incursion directe. Le samedi 21 février, des troupes des FSR ont franchi la frontière pour entrer à Tiné, où s'étaient en replié des membres de la force conjointe alliée au gouvernement soudanais. Lors de la fusillade, les forces tchadiennes ont tenté d'intervenir, mais 5 soldats ont été tués. C'est à la suite de cette attaque que la frontière a été fermée, un acte que la plupart d'entre nous considéreraient probablement comme la réponse minimale à une incursion armée. Pourtant, nous n'avons pas encore évoqué la partie la plus étrange de cette histoire. Parce que, bien que le Tchad se présente comme une partie neutre dans la guerre au Soudan, il existe une quantité écrasante de preuves qu'il soutient clandestinement un camp. Des preuves montrent que le pays a passé les 2 dernières années à financer et à armer le même groupe qui attaque maintenant ses soldats, les forces de soutien rapide. Avant d'aborder la relation complexe du Tchad avec les FSR et ses implications pour la stabilité régionale. Un mot sur frontstock.co, notre site dédié aux abonnés souhaitant approfondir ce type d'histoire. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos et 2 articles d'experts sur les conflits et changements géopolitiques qui méritent plus qu'un segment YouTube. Pour mieux comprendre la guerre au Soudan et ses impacts régionaux, abonnez-vous pour 5$ par mois ou 50$ par an. Récemment, nous avons réalisé un reportage sur l'impact potentiel des conflits au Soudan et en Éthiopie sur la stabilité de la Corne de l'Afrique. Nous avons créé des vidéos sur le financement des FSR par les Émirats arabes unis. Sur frontstock.co, pour 5$ par mois, accédez à des reportages approfondis. Et maintenant, revenons à cette relation tumultueuse entre le Tchad et les paramilitaires soudanais, ennemis de N'Djamena. Penser que N'Djamena pourrait s'impliquer dans une guerre au Soudan, c'est comme croire que l'eau est mouillée. Ou qu'une nouvelle trilogie Star Wars pourrait souiller vos souvenirs d'enfance. Armer des groupes rebelles sur le territoire de l'autre, c'est simplement ce que le Soudan et le Tchad font en quelque sorte. L'actuel président tchadien, Mahamat Déby, doit sa position au Soudan, qui a soutenu la rébellion de 1990, ayant porté son père, Idriss Déby, au pouvoir. Cela n'a pas empêché Khartoum de soutenir plus tard des soulèvements contre son régime, ni Idriss Déby de soutenir des rebelles au Darfour. Ce qui est intéressant avec le soutien du jeune Déby au FSR, c'est qu'il n'a pas initialement soutenu les paramilitaires dans le conflit. Lorsque les combats ont éclaté à Khartoum au printemps 2023, Déby a soutenu l'armée soudanaise. Ce qui semble l'avoir poussé à changer d'avis, c'est une rupture diplomatique avec son principal soutien, le Qatar. En 2021, après la mort de Déby père en combattant les rebelles près de la capitale, le Qatar a soutenu son fils comme président intérimaire, selon Le Monde. Doha et Déby le fils se sont cependant disputés sur le sens du terme intérimaire. Le Qatar voulait que le président démissionne, comme prévu avant les élections de 2024. Déby préférait une définition du terme intérimaire qui fonctionnait davantage comme un synonyme d'éternel. Une fois la rupture consommée, Déby n'a pas perdu de temps pour trouver un nouveau soutien. Nous en arrivons donc à ajouter la complexité de la politique du Moyen-Orient à cette histoire déjà compliquée. En outre, Déby bénéficiait désormais du soutien des Émirats arabes unis pour plusieurs raisons déjà évoquées dans d'autres vidéos. Abu Dhabi soutient les FSR, qu'il considère à la fois comme une source utile d'or de contrebande et comme un rempart idéologique contre le retour d'un régime islamiste au Soudan. Et cela signifiait que le prix du soutien émirati pour Déby était que le Tchad aiderait à acheminer de l'argent et des armes aux paramilitaires. Et c'est ainsi qu'en 2023, les Émirats arabes unis ont pu construire un tout nouvel aéroport dans la ville frontalière d'Amdjaras, précisément là où le soutien à Déby est le plus fort. Les Émirats affirment toujours que l'aéroport servait d'hôpital de campagne pour les réfugiés soudanais. Mais plusieurs enquêtes de journalistes, de l'ONU et d'analystes OSINT ont prouvé qu'il était surtout utilisé par les Émirats arabes unis pour approvisionner les FSR dans leur guerre génocidaire. En échange, Déby a reçu 2 milliards de dollars de prêts. Une somme énorme dans un pays dont le PIB par habitant est d'environ 3 000 $ par an. Les analystes estiment que cet argent a permis d'acheter le soutien de l'élite tchadienne, divisée, bien que ce compromis ait été plus risqué qu'il n'y paraît. Bien que Déby le Jeune soit à moitié Goran, il appartient aussi à la communauté Zaghawa, d'origine paternelle, présente à l'est du Tchad et au Darfour. Les Zaghawa forment une grande partie de l'armée tchadienne et occupent de nombreux postes élevés. Mais ils font aussi partie des tribus du Darfour, que les forces de soutien rapide ont ciblées pour l'extermination. De nombreux officiers tchadiens sont mécontents que leur président soutienne un groupe rebelle étranger massacrant leurs proches ces derniers mois. Avant que les FSR ne s'emparent d'El Fasher, l'un des principaux groupes défendant la ville était dirigé par le gouverneur du Darfour, Minni Minawi, un Zaghawa. Il dirigeait un groupe de combattants dont plusieurs avaient des liens familiaux ou ethniques avec le Tchad, expliquant pourquoi de nombreux soldats tchadiens ont traversé la frontière pour défendre la ville.
Quand El Fasher est tombé et que les FSR ont lancé leur massacre, beaucoup dans l'armée tchadienne n'ont pas vu cela comme un massacre perpétré par les FSR, des Soudanais. Au lieu de cela, ils voyaient leurs proches se faire massacrer ou chasser de l'autre côté de la frontière par une milice déchaînée. Comme l'a dit un ancien conseiller de Déby à The Africa Report, je cite, « Les Agawas tchadiens ont des liens familiaux au Darfour soudanais. Ils ont du mal à accepter que les FSR poursuivent leurs frères jusque sur le sol tchadien. » Fin de citation. Pour une armée déjà frustrée par le soutien du président au FSR, la chute d'El Fasher semble avoir rapproché l'ambiance d'une mutinerie. Un officier s'est plaint au journal Le Monde que les tribus arabes du Tchad célébraient un génocide contre son peuple. Je cite, « Des réunions de crise ont lieu parmi nous, les officiers, et le conflit est de plus en plus perçu comme une guerre entre les Agawas et les Arabes. » Fin de citation. C'est dans ce contexte que les FSR ont commencé à mener des raids transfrontaliers, lançant des incursions au Tchad dans l'espoir d'anéantir les derniers vestiges des groupes armés qui leur ont résisté au Darfour, des incursions qui ont tué des soldats tchadiens et ont probablement laissé des officiers déjà mécontents se demander pourquoi leur président a allié la nation à ces tueurs. Avant même les récentes flambées de violence, l'International Crisis Group signalait déjà une colère grandissante dans l'armée. Le Monde, de son côté, rapporte que Déby, bien qu'il soit lui-même en partie Zagawa, est désormais convaincu que les Agawas du Tchad représentent la plus grande menace pour son pouvoir. En conséquence, il pourrait espérer que les FSR interviennent directement en cas de défi armé contre son régime. Si cela vous semble être une situation extrêmement précaire, vous n'êtes pas le seul à le penser. L'expert du Soudan Cameron Hudson a récemment tweeté cette citation. Tous les reportages sur la fermeture de la frontière entre le Tchad et le Soudan omettent d'aborder l'environnement politique et sécuritaire interne du Tchad, et le cercle rapproché de Déby qui a rendu cette décision nécessaire. Il s'agit d'un régime au bord de la guerre interne. Pourtant, tout cela soulève une question plus large. Si le Tchad sous Déby est allié aux FSR, pourquoi diable les FSR semblent-elles tout faire pour détruire cette alliance, surtout compte tenu des efforts croissants des pays soutenant l'armée soudanaise pour étouffer les réseaux d'approvisionnement des paramilitaires? L'un des grands bouleversements géopolitiques peu médiatisés de ces derniers mois a été l'émergence de deux blocs rivaux dans la région MENA, dirigés par deux anciens alliés. Récemment, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étaient plutôt alignés sur les grands sujets. Tous deux ont mené l'intervention ratée au Yémen et imposé un blocus au Qatar. Le dirigeant des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, voyait en Mohammed Ben Salman, prince héritier et modernisateur d'Arabie saoudite, un reflet de lui-même. Mais cette époque, telle qu'elle était, semble aujourd'hui bien révolue. En janvier, au Yémen, les Saoudiens ont fermement vaincu et expulsé un groupe rebelle soutenu par les Émirats. En ce qui concerne le Soudan, Riyad craint que le chaos ne s'étende jusqu'à la côte soudanaise de la mer Rouge, qui fait face à la grande ville saoudienne de Djeddah. Selon leur analyse, l'armée soudanaise serait plus susceptible de rétablir l'ordre, tandis que les FSR seraient plus susceptibles d'exporter l'instabilité, ce qui explique les récentes actions de Riyad pour couper les lignes d'approvisionnement des FSR. Alliés à l'Égypte et à la Turquie, les Saoudiens ont persuadé plusieurs pays voisins du Soudan de fermer leur espace aérien et leurs ports aux cargaisons émiraties. Quand la diplomatie a échoué, la force a pris le relais. Il y a peu, l'aile de la Libye dirigée par le général Haftar était la principale base d'approvisionnement des FSR, avec des armes émiraties atterrissant à l'aéroport d'Al-Koufra avant d'être transportées à travers la frontière et les déserts du Darfour du Nord. Puis des drones turcs partis d'Égypte ont bombardé ces convois. Pendant que le Caire, autrefois soutenu par les Émirats arabes unis, a commencé à faire pression sur Haftar pour cesser les expéditions. En conséquence, en janvier 2026, Amjaras et le Tchad sont redevenus la principale voie d'acheminement des fournitures émiraties vers les FSR. Cela ne signifie pas que la FSR ne peut être ravitaillée que par le Tchad. Un autre allié des Émirats arabes unis, l'Éthiopie, a aussi ouvert une route vers les rebelles, tandis que le Soudan du Sud gère son propre hôpital de campagne émirati près de ses frontières. Cependant, comme le souligne le Critical Threats Project, aucune autre option n'est aussi bien positionnée qu'Amjaras. Je cite, « Les Émirats arabes unis cherchent à ouvrir une nouvelle route d'approvisionnement via l'Éthiopie, qui ne relierait cependant pas directement les principales zones de soutien de la FSR dans l'ouest du Soudan. » Fin de citation. Et tout cela nous ramène à la question principale. Pourquoi la FSR prend-elle le risque de rompre avec le Tchad alors qu'ils ont plus que jamais besoin de la route de ravitaillement d'Amjaras? Et pour être honnête avec vous, nous n'avons pas vraiment de bonne réponse à cela. Il se peut que Déby ait tellement besoin de l'argent du pétrole des Émirats que les paramilitaires supposent qu'il devra simplement tolérer toute incursion transfrontalière. Mais cela semble ignorer le risque que sa corde des officiers, déjà en colère, ne le force à agir.
Selon une source diplomatique citée par l'Africa Report, lorsque le conflit s'étend sur son territoire, le pragmatisme prévaut. Et Déby doit donner la priorité à la défense des Agawas tchadiens et à la préservation de l'intégrité territoriale. Tout soutien, aussi limité soit-il, à la FSR s'arrête à la frontière tchadienne, et ce ne sont pas seulement les Agawas du Tchad que la FSR pousse à l'action. Nous avons dit que la FSR compte surtout des combattants issus des communautés arabes nomades du Darfour, mais cela ne veut pas dire que toutes soutiennent Hameti. L'opposant de longue date, le chef tribal arabe Moussa Hilal, contrôlait jusqu'à récemment un territoire indépendant au Darfour. Membre de la tribu Rizagat Mohamed, il était le compagnon d'armes de Hameti à l'époque des Janjaouides, mais il s'est brouillé avec lui au moment où la plupart des milices ont été regroupées au sein de la FSR. Hilal joue un rôle clé, non seulement comme arabe du Darfour, influent opposé à la FSR, mais aussi car sa tribu vit au Soudan et au Tchad. Cette semaine, la FSR a attaqué et pris d'assaut ses bastions à Mysteria, tuant des membres de sa famille. Alors que Moussa Hilal s'est échappé, l'assaut exerce une pression supplémentaire sur le Tchad. Voici le Sudan War Monitor. Les combats augmentent la probabilité que le conflit soudanais déborde sur le Tchad, puisque la tribu Rizagat Mohamed de Hilal habite des deux côtés de la frontière. Finalement, nous sommes dans une sorte de limbe où tous les éléments sont réunis, pour une sorte d'escalade dramatique transfrontalière, ou même un effondrement interne du régime de Déby. Mais aussi une situation où une telle catastrophe n'a pas encore éclaté, et il faut être honnête ici, il est tout à fait possible que la catastrophe n'arrive jamais. Je veux dire, il y a eu des craintes que l'instabilité du Soudan déborde chez l'un de ses voisins depuis le début de la guerre. Jusqu'ici, la plupart des nations voisines résistent, bien que le Soudan du Sud et l'Éthiopie paraissent de plus en plus fragiles. Mais souvenez-vous de cette vieille blague, le gars qui tombe d'un gratte-ciel et, à chaque étage qu'il passe, il se dit « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». Actuellement, le danger est que tous les observateurs de la région MENA ressemblent à ce gars qui tombe vers sa mort certaine, pensant que tant qu'il n'a pas touché le sol, tout va bien. Eh bien, il se pourrait que 2026 soit l'année où la région finisse enfin par s'écraser contre le trottoir. Et il se peut que, lorsque l'impact aura finalement lieu, ce soit le Tchad qui soit le premier à voler en éclats. Merci de regarder.